Bon, directement de Montréal, du Bunker 3555 avec notre invité Maxime Fauché. Comment ça va? Ça va bien, Julio, toi, ça va? Ça va? La forme est là? La forme est là, man. Yes. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Bon, moi, je suis je suis en vacances, man. Je suis en vacances à Montréal. En vacances du fait que tu es enseignant au Québec, puis 2 semaines de vacances? Non, comme tu sais, moi, je suis enseignant en Chine. Puis, en ce moment, les écoles sont fermées là-bas pour la même raison, en fait, qu'ils ont fermé ici quelques jours. Puis, c'est ça. De rentrer dans du fait que tu es un enseignant en Chine, puis qui est maintenant au Canada. On aimerait savoir un peu c'est quoi ton parcours dans la vie, si tu peux résumer ça à académique, passe-temps, puis peut-être c'est quoi tes ambitions. Ouais, ben en gros, moi, j'étais dans l'armée avant. J'ai fait un bac en relations internationales. Ma carrière dans l'armée, c'est pas trop bien terminé. J'ai comme arrêté ça assez vite. J'ai pris peut-être 2 ans pour me chercher un peu. J'ai voyagé beaucoup pendant cette année-là, cette année et demie-là. Euh, J'avais commencé une maîtrise aussi que j'ai pas terminée en relations internationales. Puis après une autre année à travailler en plein dans le milieu des bars et tout ça, je suis allé vers l'enseignement. Je suis prof d'éducation physique. OK, C'est là qu'on s'est rencontrés, hein, absolument. quand on est allé faire notre troisième stage ensemble. Où ça déjà? Sénégal, Au man. Sénégal. Sénégal, yes. Ça fait déjà quoi, 7 ans à peu Ouais. près. Puis quand j'ai terminé mon bac, j'ai travaillé 1 ou 2 ans commission scolaire de Montréal, commission scolaire Marguerite Bourgeois. Puis après, ça va faire ma troisième année scolaire en ce moment que je suis en Chine. Très bien. Donc moi, je suis vraiment, je pense que tout le monde à la maison est intéressé de savoir pourquoi la Chine. On nous pose toujours la question. Tu sais. Ouais. En fait, moi, honnêtement, mon désir c'était plus enseigner à l'étranger, peu importe le pays. Moi, j'avais déjà un contrat à temps plein à la commission scolaire de Montréal. Puis je connaissais pas nécessairement le marché de la réalité de l'enseignement à l'étranger. Puis j'ai commencé à faire des recherches, à ouvrir mon CV sur des foires d'emploi en ligne, puis tout ça. Me disant que l'année prochaine, je vais appliquer. Puis finalement, en l'espace de même pas un mois, où j'ai commencé à peine à tenter le terrain, Ouais. je me suis fait offrir un emploi en Chine. Du style, OK, il fallait que tu sois en Chine hier, quand est-ce que tu peux être en Chine? Puis en l'espace de moins de 3 semaines, j'ai, comme tu le sais, aller en Chine, ça requiert quand même beaucoup de documents à Absolument. préparer, puis particulièrement quand tu vas travailler. Donc, j'ai fait ça quand même assez rapidement, puis je me suis retrouvé en Chine un peu de façon inattendue, je te Inattendu. dirais. J'ai plus saisi une opportunité qui m'était offerte, au contraire de juste quand même chercher à particulièrement aller en Chine. Très bien. Puis moi, dans le fond, ce que j'aimerais savoir, ce sont tes premières impressions, disons, dans le premier mois. Est-ce que c'est un peu ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que ça reflétait ce que les gens t'ont partagé de la Chine? Ou, Mais moi, en fait, principalement, je connaissais toi qui étais allé avant, qui a enseigné là-bas en anglais. Elle avait enseigné l'anglais là-bas. J'avais pas beaucoup d'a priori, je te dirais, par Mhm. rapport à la Chine. Je suis quand même quelqu'un qui a voyagé beaucoup, encore plus maintenant depuis que je reste en Asie, mais j'avais pas vraiment de premières impressions. Je pense que la Chine, c'est quand même un. Faut pas généraliser, tu sais, c'est tellement un grand pays, là, tu sais, c'est comme dire, tu sais, c'est quoi tes impressions de l'Europe, tu sais, puis c'est 2 fois la taille en termes de Absolument. population, tu sais. À l'extérieur, on présente souvent ça comme un homogène, mais je pense que la réalité est vraiment différente dépendant de côté. Dans mon cas en particulier, moi j'étais quand même dans une région assez riche de la Chine, très proche de Shanghai, dans le fond. La première ville où j'habitais c'était Kunshan, qui est, c'est quasiment une banlieue de Shanghai. Une banlieue très aisée, c'est un endroit qui est très riche, beaucoup de nouveaux riches de Chine qui habitent dans ce coin-là. Fait que c'était certainement pas l'impression que je me faisais de la Chine. Euh, Puis en fait, l'endroit où je restais, 10 ans auparavant, c'était des champs. Puis OK. c'est neuf, c'est très moderne. Puis Est-ce que tu t'attendais, en fait,
tu sais, en Chine, est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'écart riche-pauvre? Est-ce que c'était un concept qui t'était connu ou bien comme tu as fait la réalisation du fait que là, il y a des personnes qui ont des maisons à 1 million, puis qu'il y en a d'autres qui ont des réalités vraiment, des conditions beaucoup plus modestes, disons. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. La Chine, c'est un pays d'extrême. Puis en fait, c'est tellement gros qu'il y a de l'extrême richesse, il y a de la pauvreté aussi. Mais c'est des écarts qu'on n'a vraiment pas ici au Canada. Tu sais. J'avais expérimenté ça en Inde aussi. J'avais vu des gens extrêmement riches. Puis il y a entre les deux aussi. Dans les deux. Euh, donc ça m'avait frappé quand même. Puis l'école où je travaillais, en fait, la clientèle, les jeunes, leurs parents, c'était des Chinois très, 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 très aisés. Oui. Donc, moi, c'était une richesse que j'avais jamais vue. J'avais même jamais fréquenté au Canada. Là. C'est ce niveau de prospérité-là. Puis en même temps, on voit les autres extrêmes. Et tout ce qui est entre les deux aussi. Est-ce que toi, dans le fond, tu te décrirais comme une personne en Chine qui appartenait à quelle classe? Toi, comme étranger, comme enseignant qui a un poste là-bas, tu étais à quel niveau d'aisance? Ben, si on parle de chiffres, là, avec le salaire que je fais là-bas, non seulement j'ai une meilleure qualité de vie que celle que j'ai au Canada, non seulement je fais plus de sous, mais en plus mon argent vaut plus cher là-bas. Tu sais, 100$ à Montréal, puis 100$ en Chine, tu n'obtiens pas les mêmes choses. Mais aussi, moi, je pense pas que je faisais partie de cette classe-là aucunement. Je suis des meilleures conditions qu'ici, mais ça reste qu'on est, on n'est pas, on n'a pas accès à cette richesse-là. Là. Moi, je trouve une chose intéressante lorsque tu dis qu'un 100$ du Canada et un 100$ en Chine, on sait que le RMB, le renminbi ou le yuan, si vous préférez, si tu en as 5, tu as 1$ canadien. Donc, les gens vont souvent penser à tort que j'ai 5 fois plus de pouvoir d'achat en Chine, alors qu'on sait bien qu'un iPhone en Chine se vend, disons, 5000 yuan, alors qu'ils vendent peut-être 1000 ici, donc on a un ratio équivalent. Donc, pour certains effets, certaines choses, il n'y a aucun avantage. Mais dans quoi est-ce qu'il y a des avantages, par exemple? En fait, la Chine, je pense qu'il y a des commodités comme ça, un iPhone, des trucs technologiques, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence au monde, peu importe où tu les achètes. Ouais. Sinon, évidemment, si un iPhone coûterait la moitié de prix dans un pays, ben, quelqu'un en achèterait plein et les vendrait. On s'entend que c'est la réalité dans laquelle on vit. Ouais. Mais en Chine, si tu consommes local, la Chine est une économie qui est quand même assez protégée. Fait que quand tu achètes des trucs de l'extérieur, ça peut devenir cher. Ça peut te coûter le même prix qu'ici, voire un peu plus cher. Absolument. Sauf que si tu consommes, par exemple, faire ton épicerie, aller acheter des légumes, de la viande, c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc, le même montant d'argent va valoir plus cher. Ton brocoli, au lieu de le payer 3$ canadiens, qui serait 15 RMB, ben, tu vas le payer 5 RMB, qui serait 1$ canadien. C'est ça. Les produits locaux, les produits de consommation courante sont vraiment pas chers. À montant égal aussi, tu vas avoir accès à un bien meilleur appartement. Ouais, c'est ça, ton loyer te coûtait combien par mois ou te coûte combien par mois? Puis ça ressemble à quoi? Moi, en fait, comme je te disais, la ville où je restais, c'est une ville qui est quand même récente, mais quand même en banlieue. Donc, mon appartement me coûtait quelque chose comme l'équivalent de 100$ canadiens. Puis, j'avais un appartement au 15e étage d'une belle tour avec 2 chambres quand même de bonne taille, 2 salles de bain. Ce qui est à Montréal, c'est impossible de trouver ça. Ça serait comme un 1200, là. Facilement, peut-être 1500. Sauf que, proportionnellement aux revenus des gens là-bas, c'est quand même significatif. T'sais. Absolument. Sinon, tant qu'à être, on va y aller un peu plus en détail. Sinon, là-bas, l'électricité, est-ce que c'est quelque chose que tu dois payer? Comment ça se gère? Est-ce que tu dois aussi payer, par exemple, est-ce que l'eau chaude, comment se fait une vie en Chine pour un travailleur? Ouais. Moi, en fait, il faut toujours mettre en perspective que moi, je suis un expatrié là-bas, j'ai accès à des conditions qui sont pas le quotidien de la plupart des Chinois. Mm. Puis en plus, moi, j'ai accès à tout un réseau de support via mon employeur qui fait que ma vie est pas mal plus facile. Souvent, dû à la barrière linguistique, puis dû au fait qu'il y a quand même une bureaucratie qu'on n'est pas familière avec. On a besoin d'un agent facilitateur qui un peu règle tout ça de façon qui nous simplifie la vie dans le fond. Il va payer les factures pour nous, puis nous on fait juste le rembourser. Puis
souvent, en fait, bon, chose qu'on fait pas au Québec, on paye l'eau en Chine, mais ça, c'est le cas de la plupart des pays dans le monde. Le gaz pour le chauffage, pour la cuisson, en fait, puis l'électricité pour le chauffage, puis souvent, tu payes en avance. Puis quand t'en as plus, en fait, il faut que tu comme, te remettes un autre montant, puis... Mais... Si je me trompe pas, ça peut engendrer quelques petites difficultés parce que si tu n'as pas prévu le coup, tu pourrais arriver en plein milieu de la journée puis juste avoir une coupure. Ouais, mais évidemment, quand moi j'ai été chanceux, j'ai toujours eu des bons agents qui s'occupaient de ça. Il y a carrément même des écoles qui louent les appartements. Les contrats sont faits entre ton employeur puis le propriétaire, puis toi tu vois jamais ça, puis c'est déduit de ton salaire. Puis quand un enseignant s'en va, puis un nouvel enseignant arrive, ils vont le mettre dans le nouvel appartement, puis que l'autre, puis ils gardent toujours ces mêmes appartements-là qui roulent. Là. Moi, je suis curieux de savoir, disons, dans ton premier mois en Chine, quel a été pour toi le plus grand défi, que ce soit, je te laisse répondre. Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est quand même un grand choc, parce que c'est peut-être pas propre à la Chine, mais t'as un nouvel emploi, t'es dans une nouvelle ville, t'es dans un nouveau pays, puis aussi tu commences, dans le fond, tu recommences ta vie, t'as aucun repère. Moi, je suis allé là seul, fait que j'avais aucun ami en arrivant. C'est de rebâtir un réseau social, puis un groupe, redémarrer ta vie, dans le fond, de façon accélérée. Ça, c'est probablement le plus gros défi. Ouais. C'est pas propre à la Chine, mais la Chine rend ça encore plus intéressant parce que là, il y a une barrière de la langue. Dans beaucoup de pays... Bon, avec français, anglais, tu te débrouilles, tu peux retrouver facilement des gens qui... Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la Chine, encore, dépendant des endroits où tu restes, là, mais... Absolument. Non, ça, c'était quand même, je te dirais, le défi principal. Là. Puis est-ce que dans tout ça, tu arrivais quand même à... Écoute, j'imagine que ça t'a amené, oui, c'est ça, des défis à relever, mais est-ce que dans tout ça, tu arrivais quand même à trouver du plaisir avec le fait que ça veut dire quoi, ce panneau-là, avec ce caractère-là, je comprends rien. Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce que ça t'apportait une espèce de challenge qui te faisait plaisir? Parce que je sais que tu es un grand aventurier, tu as beaucoup voyagé. Donc ouais, mais beaucoup, je sais pas, là, mais je pense que oui, quand même. Mais j'ai un intérêt pour ça. Mais non, mais je pense que la Chine, la Chine, l'affaire, c'est que ton quotidien va être un défi. Là, c'est jamais facile. Là, ouais. Puis, bon, toi, tu as un niveau de maîtrise de la langue que moi, j'ai pas. Vraiment loin. Mais, tu sais, maintenant aussi, avec les téléphones intelligents, les applications de traduction, tu peux prendre des photos des caractères, ça va les traduire. Puis, encore là, dépendant de la région où tu es en Chine, moi, même si j'étais très proche de Shanghai, il n'y a quand même pas beaucoup d'étrangers dans la région où je reste. Fait que la plupart des interactions que j'avais avec les locaux, ils étaient quand même agréablement surpris. Ils étaient curieux. Puis, on peut faire beaucoup de chemin avec une connaissance de base, puis Google Translate, puis traduit une phrase, je traduis une autre phrase, puis étant donné que ils sont curieux de voir des étrangers dans des villes qui sont, mettons, moins, tu sais, Shanghai, Pékin, peut-être moins, mais dès que tu sors de là, la réaction est différente. Là. C'est ça, je m'en avais pour dire, c'est parce que tu es arrivé là-bas, si je me trompe pas, est-ce que tu avais ta grosse barbe ou une moyenne barbe? Ouais, non, j'avais une bonne barbe, là, peut-être presque jusqu'ici, puis je suis quand même quelqu'un de costaud, je l'étais encore plus dans le temps, puis non, puis la barbe là-bas, c'est pas quelque chose, c'est premièrement, les Chinois n'ont pas... une pilosité. Ouais, ils n'ont pas des grosses pilosités, mais aussi, c'est pas quelque chose qui est bien vu, ou c'est pas... comme ici maintenant, c'est rendu commun, la part des gars portent des barbes, mais... Ouais, fait que non, c'est sûr, ça a marqué la curiosité, surtout avec les enfants. Là, c'est ça, moi je suis curieux de savoir quelle réaction les gens avaient lorsqu'ils voyaient cette espèce de mastodonte-là qui est Maxime avec sa grosse barbe, avec une carrure. Est-ce que les enfants, comment est-ce qu'ils t'approchaient, puis les gens dans la rue, est-ce qu'il y en a qui t'approchaient? Comment c'était tout ça? Ben, tu sais que... Ça, en Chine, des fois, il n'y a peut-être pas les mêmes conceptions de retenue ou de. Il y a un franc-parler en Chine qui est étranger, qui serait vu comme impoli ou un peu raide au Canada. T'sais, on s'entend que après avoir appris Ni Hao puis ici, j'ai appris les mots pour barbe puis dodu. Là. Comment on dit barbe? Huzi. Comment on dit dodu? Pang. Pang ça. Ah, c'est vrai, ok, regarde, tu vois. Okay. C'est sûr, mes tons sont dégueulasses, mais bon.
Mais bon, mais dans la route du lâcher, le prof avec la grosse barbe, ça c'est la. Mais. Est-ce qu'il y en a qui venaient toucher ta barbe? Ben, jamais. C'est comme ici, là. C'est des jeunes enfants ou du monde qui ont trop bu, là. Mais à part de ça, le monde se gardait une gêne. Puis est-ce qu'il y en a qui ont déjà voulu prendre une photo avec toi? Tu sais, à quel point Oui, ça c'est classique. Mais ça, je pense que. Ça, je pense que tu t'en sors pas, là. C'est le cas de. Ce que j'ai moins fait quand je suis arrivé en Chine, mais depuis, là, ça fait faire presque 3 ans, j'ai commencé à plus voyager à l'intérieur de la Chine. Okay. Puis dès que tu sors des grandes villes, en fait, principalement Shanghai puis Beijing, quand tu sors de ces deux grandes villes-là, il y a tellement peu d'étrangers qu'ils sont curieux aussi. Puis c'est ça, moi j'aimerais ça que tu nous parles un peu du lifestyle d'un expat là-bas. Tu sais, j'imagine que tu étais dans une grande ville. À quel point est-ce que tu retrouvais tes repères avec ton nord-américanisme? J'aimerais que tu nous parles un peu de cette ville-là. Ben moi, je suis resté dans 2 villes, mais qui sont quand même assez rapprochées, mais tu sais, c'est significatif entre les 2 villes. Dans ma première ville, en fait, on était 2 écoles, une l'université de Duke, aux États-Unis, il y a un campus à la ville où je suis, puis il y avait l'école où je travaillais. La communauté d'expatriés était très petite, puis en fait, on était principalement les gens de l'école à tout le temps être ensemble. Ce qui n'est pas super sain. T'étais tout le temps avec le monde du travail. C'est pas super sain, pourquoi? Parce que ça t'empêchait d'avoir une meilleure connexion avec la culture locale? Ou... Ça, on peut y revenir après, mais je pense particulièrement le fait de juste être... T'es toujours avec le même monde. Je pense qu'en général, dans la vie, c'est bon d'avoir un peu des cercles différents. D'accord. Ce qui était possible dans l'autre ville, qui est peut-être 10 fois la taille. Puis, il y avait un secteur manufacturier vraiment plus important. Dans le fond, Suzhou, c'est un peu une zone économique où est-ce que les compagnies étrangères pouvaient venir s'établir. Donc, une des plus grosses usines de Samsung, par exemple, est à Suzhou. Grosse communauté coréenne, des Japonais, mais il y a aussi Black & Decker, Bosch, qui est une compagnie allemande, une grosse communauté allemande à Suzhou. Tu peux commencer à avoir des gens qui sont à l'extérieur de ton lieu de travail, puis la communauté d'expatriés est assez grosse que là, à l'intérieur même de ta grande ville chinoise, t'as comme une communauté un peu, quasiment comme un village à l'intérieur. Puis, pour revenir à connecter avec la communauté locale, moi, mon chinois, mon mandarin, il est assez pour diriger un taxi, commander au restaurant, mais au-delà de ça, rentrer dans... Si le local parle pas anglais, il n'y a aucune chance de... C'est très facile, en fait, de vivre sa vie en Chine, dans une grande ville, sans jamais apprendre un mot de mandarin, puis encore plus facile de jamais développer des liens avec des locaux. L'avantage de rester dans une grande ville, c'est que beaucoup des locaux ont un niveau d'anglais qui est assez bon pour pouvoir communiquer avec eux, mais ça reste un gros obstacle. Là. Je pense que de tout expatrié là, qui vient en Chine, c'est briser cette zone de confort. Cette zone de confort et cette barrière-là, atteindre le niveau de maîtrise de la langue nécessaire pour avoir une conversation comme on a là en ce moment, c'est beaucoup de travail. Moi, je suis curieux de savoir aussi, que penses-tu que les Chinois ont comme impression ou comme ont des étrangers? Comment est-ce que nous, étrangers en Chine, sommes-nous vus par les Chinois? Est-ce qu'on est vu comme, par exemple, le gars qui vient s'enrichir ou le gars qui vient juste découvrir? Ou, les Chinois, ils se disent quoi de nous? Moi, je suis toujours prudent quand on aborde ce sujet-là parce que c'est prétendre donner une intention à 1,4 milliard de personnes, c'est toujours touché. Exemple, si je peux cibler peut-être pour éviter que tu aies à répondre pour 1,4 milliard de personnes, par exemple, par exemple, je sais pas, les Chinoises qui travaillent dans la même école que toi, qui ont des rôles comme assistant teacher, des directrices. Mais je vais parler de mon expérience, je veux juste mettre ça clair que ce que moi, je veux pas généraliser ce que moi j'ai vécu en fait. Mais moi en fait, je pense que l'éducation en Chine, c'est vraiment important. C'est une porte d'accès très importante
pour les jeunes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est répandu en Asie en général. C'est aussi vrai en Chine. L'éducation, c'est très important. Donc, l'enseignant est quand même valorisé en général. Je pense qu'il y a eu une époque... Ça a changé, je pense, beaucoup. Là, moi, j'ai des amis qui sont en Chine depuis 18 ans, 15 ans. Il y a eu une époque où est-ce que c'était moins contrôlé qui pouvait enseigner particulièrement enseigner l'anglais. Moi, j'enseigne pas l'anglais, j'enseigne comme dans une école, comme j'enseignerais ici, mais j'enseigne en anglais, mais j'enseigne pas l'anglais. Il y a eu une époque où est-ce que c'était vraiment moins contrôlé qui pouvait enseigner l'anglais en Chine. Ouais. Ça a donné des mauvaises expériences pour certaines personnes, des profs qui étaient peut-être pas qualifiés, qui prenaient pas ça au sérieux, qui voyaient ça comme une espèce de vacances payées en Asie. Moi, en fait, quand je suis arrivé en Chine il y a 3 ans, ils commençaient à vraiment resserrer les règles par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a les deux aussi. Puis, au début, il y a peut-être une dizaine d'années, la Chine n'était pas aussi prospère économiquement qu'elle l'était aujourd'hui. Donc, les Chinois avaient peut-être une version dorée de l'étranger, c'est comme qu'on était tous riches, tout ça, mais je pense que ça, particulièrement, c'est les jeunes, c'est en train de disparaître, ça. C'est peut-être la plus vieille génération, 55 ans et plus, ils voient encore l'étranger comme... C'est pas une version un peu idéalisée là, de l'étranger en général. Ouais. Je pense que, moi j'ai le milieu de la trentaine, mon âge est plus jeune, particulièrement chez les jeunes que moi je côtoie, c'est-à-dire ceux qui sont quand même d'un milieu aisé, leurs parents sont riches, ils ont probablement voyagé à l'extérieur aussi de la Chine continentale. Ils ont plus cette pression-là un peu... Je vois ce que tu veux dire comme idéaliste du... Ouais, exact. Man, tu viens, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Tu mentionnes mi-trentaine, tu parles des dames, monsieur plus âgés en Chine qui ont une différente mentalité, différente vision des choses par rapport aux Occidentaux. Moi, là, j'aimerais savoir, est-ce qu'en Chine, écoute, on veut pas rentrer dans les détails ce soir parce que je sais qu'il y a des plus jeunes à la maison qui nous regardent, mais est-ce que pour un étranger en Chine, il y a je sais pas comment dire ça, c'est un peu... Est-ce qu'il y a des opportunités de trouver une copine là-bas ou est-ce que en général l'étranger va essayer d'éviter ou il va... Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on essaie de se faire une copine là-bas ou on se dit ah non, je me marierai pas avec une chinoise, la culture est trop différente, tu sais, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Tu sais, est-ce que c'est envisageable? Voilà la question. Ben, je peux te donner un échantillon. En fait, moi j'ai un petit groupe d'amis québécois là-bas, puis la majorité de ceux qui sont restés... il y en a un, en fait, il l'a fait à l'envers. Il est venu... il étudiait à l'université Concordia. Il y avait une étudiante chinoise qui était en échange ici, qui faisait son bac à Concordia, puis elle l'a ramené, lui, en Chine. Donc ça, c'est particulier. Elle a fait un bon travail. Mais il y a beaucoup de... effectivement, là, il y a beaucoup de... Ça, je pense, ça s'inscrit dans une dynamique... qui est plus grande. En fait, en Chine, en ce moment, comme n'importe quelle société qui change, puis qui vit des changements rapides, les relations de couple homme-femme évoluent. C'est un conflit entre la tradition et la modernité. Les femmes... ce que beaucoup de sociétés ont vécu de différentes façons à travers les années... les femmes sortent un peu de leur rôle traditionnel, vont plus à l'école, ont des carrières, ça vient en conflit avec des conceptions plus conventionnelles, traditionnelles de la famille ou du couple. Ce que moi j'ai observé un peu, c'est que beaucoup des femmes chinoises qui cherchent à peut-être avoir une relation avec un étranger, c'est peut-être pour se sortir de cette dynamique-là un peu, structure un peu plus rigide là, de la relation homme-femme qui est en Chine. Ou ça va être aussi des femmes qui sont peut-être allées étudier à l'étranger, qui ont été intéressées par l'autre, par cette culture-là. Puis peut-être aussi qui ont des aspirations à aller vivre ailleurs aussi. Très bien, absolument. Mettons, toi, tu n'es pas fermé à la possibilité de peut-être trouver ton âme sœur en Chine. Non, mais je dirais que c'est pas... je corresponds pas à la beauté type de l'étranger. Il y a un certain archétype de l'homme blanc que
qui est vu comme une grand mince. Comme blanc, là. Blond, yeux bleus, j'ai rien de ça. Là. La grosse barbe, c'est pas. Mais tu sais, je cherche pas activement ça non plus. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, moi, je suis quand même beaucoup dans un cercle. Mon cercle d'amis, c'est surtout des expatriés, donc c'est surtout ça. T'sais. Puis, est-ce que je vais rester tout. C'est aussi. Malgré le fait que peut-être ça s'inscrit dans une dynamique qui est peut-être hors tradition, ça reste que quand tu développes une relation avec quelqu'un en Chine, mais la famille est très impliquée. Absolument. Puis les parents aussi ont tendance à être un peu méfiants, justement. Moi, mes amis m'ont raconté que, justement, là, ils se font un peu interroger. Là. C'est quoi tes plans? C'est un peu plus... Est-ce que tu vas nous aider financièrement? Non, pas nécessairement. Ah, non, mais beaucoup de mes amis, leur famille en Chine sont plus riches que... C'est pas ça le point, mais c'est plus... c'est quoi tes plans par rapport à rester en Chine, me retourner au Canada? Bon, c'est des questions qui se posent très vite là, dans les relations. Absolument, parce que, bon, je sais pas si vous le saviez, mais en Chine, la famille, comme Max vient toujours de le dire, c'est super important. Ça fait en sorte que l'enfant est considéré par le parent comme étant la personne sur qui on va compter dans nos vieux jours. Oui, exact. Donc, si l'enfant n'a pas l'intention de rester près des parents, ça, c'est un peu un problème parce que l'histoire des CHSLD en Chine, c'est peut-être pas aussi développé que nous au Québec. Donc, on a vraiment besoin de l'enfant. Donc, c'est ça. C'est une très bonne question. Là. Il y a toute je pense, une dynamique aussi en fait, les grands-parents vont souvent s'occuper des petits-enfants pendant que les parents vont aller travailler peut-être dans une grande ville, quitte à même quitter carrément la ville ou le village pour aller travailler dans un plus grand centre. Puis il y a tout ce cercle-là de tu prends soin de moi financièrement quand je suis à la retraite, et moi je vais m'occuper de tes enfants pour que toi tu puisses aller travailler. Fait que, là, il y a ça aussi qui est un peu pas remis en question, mais chamboulé là, par... Absolument. Absolument. Wow. Ben, dans le fond, Max, moi, on va sauter au vif du sujet, puis on se donne peut-être un petit 15 minutes maximum pour terminer ça. Moi, là, Max, je te dis, ça fait un petit quelque chose de savoir que tu repars en Chine. Ouais. Parce que je sais que tu as fait beaucoup d'allers-retours, surtout ces temps-ci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer juste rapidement, dans les 2 derniers mois, tu étais en vacances, puis là, c'était le Nouvel An chinois. À partir du début du Nouvel An chinois, ça s'est passé comment? Ouais, ben écoutez, je suis revenu pour le congé des fêtes. Parce qu'en fait, comme on est une école internationale, moi, la nouvelle école maintenant où je travaille, il n'y a pas en fait beaucoup de Chinois. Pas de Chinois. Mettons des détenteurs de passeports de Chine, il n'y en a pas qui viennent à mon école. C'est soit des gens qui sont peut-être culturellement chinois, mais vont avoir des passeports étrangers, ou toutes les familles des employés du secteur manufacturier que je parlais tantôt, ils vont venir m'envoyer leurs jeunes à mon école. Okay. Donc, on suit les 2 calendriers. On a et le congé de Noël et le congé du Nouvel An chinois qui sont souvent très collés, puis que ça donne une espèce de 2-3 semaines en janvier où tu travailles pas trop. Ben, c'est un court retour au travail avant de repartir pour le Nouvel An chinois. C'est un peu dans ce temps-là qu'il y a eu l'éclosion là, du coronavirus. C'est devenu à l'extérieur de Hubei puis de Wuhan. Moi, en fait, je suis parti au Japon. Je suis allé visiter le Japon pendant mon Nouvel An chinois. Okay. Puis pendant que j'étais là-bas, la première semaine, ça allait. Puis à partir de la 2e semaine, j'ai environ 2 semaines de congé. J'étais avec un de mes amis du Canada, en fait. Puis je recevais des courriels là, du travail en Chine. Puis il me disait que on était supposé redébuter à travailler le 5 février. Ça a été reporté au 18 février. Okay. Mais moi, bon, le Japon, c'est un pays assez dispendieux, donc je ne pouvais pas me permettre de rester au Japon jusqu'au 18 février. Donc j'ai décidé de revenir en Chine, me disant, bon, tout était fermé, ils ont étendu le congé chinois, le congé du Nouvel An chinois. Puis j'ai étendu mon séjour au Japon jusqu'au 5 février. Puis quand j'étais en train de prendre l'avion pour retourner près de Shanghai,
Puis là, j'ai eu un courriel de mon employeur qui disait que c'était étendu jusqu'au 2 mars. Wow. Là, je me disais, bon, tout était fermé en Chine. On était un peu comme ce qui arrive en ce moment au Québec, mais à une échelle un peu plus importante. Je me disais, bon, je vais rester un mois chez nous à pouvoir rien faire. J'ai décidé de revenir au Canada. Puis depuis ce temps-là, en fait, la date de réouverture de l'école ne cesse d'être reportée. Sauf que là, en fait, ça commence à d'être de plus en plus sous contrôle à l'intérieur de la Chine. Ils ont fait des mesures assez strictes. Le terme qui est sorti récemment au Québec, on appelle ça distancement social ou distanciation sociale. En fait, juste physiquement séparer les gens les uns des autres. En Chine, ça a été fait de façon assez stricte, donc ça a fonctionné. La région où moi je reste, depuis 3 semaines et demie, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Donc mon employeur nous a demandé graduellement. Évidemment, là, il y a plusieurs pays maintenant, l'Iran, l'Italie, la Corée du Sud, le Japon, où il y a plusieurs cas. Le Canada a toujours cancellé les vols de Air Canada vers la Chine continentale. Donc là, c'est un peu un jeu de prendre les bonnes escales pour revenir. Puis, c'est ça. Non, en fait, moi, je retourne dimanche. Puis, on devrait probablement redébuter l'école la première semaine d'avril. Puis toi, dans le fond, t'as aucune crainte? Non, je pense que c'est naïf d'avoir aucune crainte. Mais je pense que les mesures qui ont été prises en Chine ont fonctionné et les gens les appliquent. Il y a un contrôle très strict. Puis là, la Chine, maintenant, contrôle beaucoup les retours parce que là, il y a beaucoup de gens qui reviennent de l'étranger et qui ramènent le virus en Chine. J'ai pas aucune crainte. Mais je pense qu'en prenant les bonnes mesures, puis aussi la Chine, c'est un pays qui a quand même bien géré ça jusqu'à maintenant. En tout cas, surtout dans les derniers moments. Donc, Puis dans le fond, moi j'aimerais savoir, j'aimerais connaître ton opinion sur, dans le fond, la réaction que le Canada a face à l'arrivée du virus ici à Montréal, au Québec, en plus grande importance. Est-ce que tu crois qu'on adopte les bonnes mesures? moi, je pense que c'est très récent au Québec, mais l'avantage, c'est qu'on l'a fait très tôt. Au Québec, ça a été un avant. On a mis des mesures de façon assez drastique, rapidement, quand il n'y avait pas encore beaucoup de cas. Ce qui est la chose à faire. Est-ce que tout ce qui est, par exemple, lieu de rassemblement de plus de 250 personnes doit être fermé? Là, maintenant, j'ai vu ce matin au McDonald's, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on m'a demandé de me déplacer à une autre table pour que la table où j'étais assis puisse être isolée et la table juste à côté puisse être occupée. Donc, on donne une table de distance. Ça vient d'être arrivé ce matin aussi dans les hôtels. Est-ce que c'est pertinent ou c'est un peu exagéré ou c'est... Non, mais écoute, là, ça dépasse un peu ce que moi, ça dépasse mes compétences de me prononcer là-dessus, mais moi, je pense que ce qui a été prouvé qui fonctionne, c'est justement, là, le virus communique par les muqueuses, les yeux, la bouche, puis c'est 1,5 ou 2 mètres de distance qu'ils disent. Donc, c'est sûr que garder une distance, que ce soit une table ou peu importe, c'est ça qui réduit les chances. Puis... Est-ce que tu penses que le Québec va... Écoute, on c'était pas un virusologue, là, permettez-moi le terme. Est-ce que tu crois que le Québec va adopter des mesures de plus en plus draconiennes jusqu'à qui sait peut-être fermer les transports en commun? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver s'il y avait plus de cas? Mais je pense que la Chine est probablement un des pays qui a adopté les mesures les plus strictes, puis eux, ils n'ont pas fermé le transport en commun. Fait que si en fait tu fermes tous les lieux, que personne travaille, tu n'as pas nécessairement besoin de fermer le transport en commun. Moi, j'ai pris le transport en commun pour venir ici. On était 6 dans l'autobus à l'heure de pointe sur Crémazie. Les gens ont nulle part où aller, donc tu n'as pas besoin de fermer le transport en commun pour... si tu fermes les lieux où les gens vont... Ouais. Moi, je suis plus inquiet en fait pour... Par exemple, j'ai des amis qui sont enseignants ici, ils ont des contrats, ils sont pas employés en ce moment, mais ils ont leur salaire. Moi, je suis plus inquiet pour les gens qui sont en situation de précarité, qui sont peut-être qui n'ont pas des contrats à temps plein ou qui ont pas les suppléants, par exemple.
les suppléants, entre autres, ou n'importe quel employé au salaire minimum que... En fait, j'ai aucune idée des mesures qui ont été mises en place pour les gens qui travaillent peut-être pour des entreprises plus petites ou dans des situations de revenus précaires. Parce que là, c'est 2 semaines. Ouais. Sauf que si ça fait 1 mois, ben là, si t'es employé précaire, t'as pas de revenus pendant 1 mois, payer ton loyer. Mais là, faut pas mettre ça à la faute sur les propriétaires non plus, mais payer, payer les hypothèques, tout ça, il va falloir qu'il y ait des mesures un peu plus à grande échelle qui soient prises, parce que là, je pense que c'est plus ça qui... C'est ça, l'ironie, c'est un peu, tu sais, c'est comme le virus en tant que tel. On a un très bon système de santé ici, là, si on se compare sur la planète. Mais c'est tous les effets économiques. Oui, absolument. La bourse, on a une crise économique, des pertes d'emploi, des pertes de revenus. Ça va être des effets qui vont affecter, je pense, beaucoup plus les gens que le virus en tant que tel. Exactement. Max, écoute, on te retient pas plus longtemps. On sait que tu dois préparer un départ qui est quand même imminent à quelques jours d'un retour vers la Chine. J'aimerais personnellement, en mon nom et tous ceux et celles qui nous écoutent en live et qui nous écouteront, te souhaiter un bon retour en Chine. Merci, Julio. Have fun, puis on espère te revoir un jour dans nos studios. Ben oui, je reviendrai quand... Je reviens cet été, on va peut-être pouvoir faire un retour sur... Absolument. À posteriori. Je pensais que tu allais dire post-apocalyptique. Espérons pas. All right. Max, la poignée de main officielle. Yes. Merci. Ciao.